Camille Penny. Bonjour. Vous êtes chercheur et professeur et vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle Le destin au berceau, inégalité et reproduction sociale. Première question très large, c'est quoi la reproduction sociale ? Alors la reproduction sociale, c'est un concept, une expression qui désigne le fait qu'il y a une tendance forte dans les sociétés occidentales qui est la transmission des inégalités entre les générations. Donc nous les sociologues, on aime bien parler par exemple de catégories socio-professionnelles. Donc la reproduction sociale, c'est le fait de dire que la majorité des individus vont appartenir à la même catégorie socio-professionnelle que leurs parents. C'est vraiment l'idée que les ressources dont on hérite, si on élargit un peu le spectre, que ce soit les ressources financières, les ressources culturelles, le diplôme, etc., eh bien, ces ressources dont on hérite de nos parents, ou des générations précédentes, elles sont très importantes et elles influencent beaucoup nos parcours, nos trajectoires et par exemple les métiers ou les situations professionnelles qui vont être les nôtres. Voilà. C'est ça la reproduction sociale. Donc si je vous comprends bien, si je suis fils d'ouvrier, j'aurai pas mal de chances de finir ouvrier. C'est l'idée en tout cas que quand on est dans un milieu populaire, la probabilité d'être à son tour ouvrier ou employé est assez élevée. Donc les chiffres que j'avais donnés là dans le livre Le destin au berceau, c'est qu'au début des années 2010 en France, on avait à peu près 70% des enfants d'ouvriers qui, quelques années après la fin de leurs études, exerçaient un emploi d'ouvrier ou d'employé, donc un emploi subalterne, un emploi d'exécution. Donc ça reste quelque chose d'assez massif et d'assez important, alors même qu'on aime bien dire que la société française ou que les sociétés occidentales sont des sociétés méritocratiques, que quand on veut, on peut, on voit bien qu'il y a quand même des régularités statistiques fortes qui demeurent. Alors après, dire que 70% des enfants d'ouvriers deviennent à leur tour ouvriers ou employés, ça veut dire qu'on a 30% des enfants d'ouvriers qui vont connaître, eux, une vraie promotion sociale. Donc attention, la reproduction sociale, ça ne veut pas dire déterminisme automatique, ça ne veut pas dire prends-moi un enfant d'ouvrier, à tous les coups il devient ouvrier. Non, ça veut dire que chaque année, il y a des dizaines de milliers d'enfants d'ouvriers qui vont s'élever au-dessus de la condition de leurs parents. Donc il faut bien avoir une analyse nuancée. La reproduction sociale existe vraiment, c'est une régularité statistique qui perdure. Quand on est enfant d'ouvrier, on a 7 chances sur 10 de rester ouvrier ou employé, mais il ne faut pas négliger les 30% qui, eux, vont connaître une vraie promotion sociale. Donc ça ne veut pas dire déterminisme absolu, ça veut dire oui, plus de chances de devenir ouvrier quand on est enfant d'ouvrier. Et inversement, si on est enfant de patron et autres, est-ce qu'on a des chances aussi, ou la malchance plutôt, de redescendre dans la pyramide sociale, j'ai envie de dire ? Alors ça existe évidemment, c'est ce qu'on peut appeler le déclassement. Donc moi j'avais fait ma thèse et mon premier ouvrage sur le déclassement. C'est justement l'idée que on peut aussi glisser le long de l'échelle sociale quand les parents sont cadres. Ça reste une situation qui est statistiquement minoritaire. Elle a été un peu plus importante pour les générations nées dans les années 60, mais aujourd'hui, quand on regarde le destin professionnel des enfants de cadre, on peut aussi garder en tête le chiffre de 70%. Quand on est enfant de cadre, aujourd'hui, on a 70% de chances d'être soi-même cadre ou d'exercer une profession intermédiaire. C'est quoi une profession intermédiaire ? Dans la nomenclature de l'INSEE en France, les professions intermédiaires, c'est ce qu'on appelait auparavant les cadres moyens. Donc aujourd'hui, on a par exemple les techniciens, les contremaîtres, les professeurs des écoles, les infirmières, c'est toutes ces professions-là. Donc on a effectivement 70% de chances, quand on est enfant de cadre, de devenir cadre ou cadre moyen. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une thématique, c'est celle du féminisme. Est-ce que justement, dans ces statistiques-là, quel est le destin des femmes, qu'elles soient filles d'ouvrières ou filles de cadres ? Alors, quand on s'intéresse à la mobilité sociale, ce qu'on peut dire des trajectoires des femmes par rapport à celles des hommes, c'est que quand elles sont issues d'un milieu populaire, quand elles sont filles d'ouvriers par exemple, elles ne vont pas devenir ouvrières, elles vont devenir employées. C'est lié à quoi ? C'est lié au fait que vous avez 80% des employés qui sont des femmes, et 80% des ouvriers qui sont des hommes. Donc par exemple, vous prenez un garçon et une fille dont les parents sont ouvriers, en tout cas dont le père est ouvrier. La situation la plus probable, statistiquement, c'est que le fils devienne ouvrier et que la fille devienne employée. Donc on a en fait, dans les pays occidentaux, en tout cas en France, dans cette nomenclature des catégories socio-professionnelles de l'INSEE, on a vraiment une structure d'emploi qui est très genrée.
C'est-à-dire les femmes sont employées, les hommes sont ouvriers. Et puis pour les fils et les filles de cadres, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que les filles de cadres ont rattrapé leur retard sur leurs frères. La probabilité qu'une fille de cadre devienne cadre à son tour, comme le père, c'est une probabilité qui a beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, vous prenez un fils et une fille de cadre, ils ont quasiment la même probabilité de devenir cadre à leur tour. Après, vous parliez des patrons ou des chefs d'entreprise, ça c'est un peu différent. On sait très bien que devenir chef d'entreprise, devenir patron, monter son business, etc., c'est quelque chose qui reste plutôt masculin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond de verre, on le sait bien, qui demeure pour les femmes. C'est la même chose, hein, je vous dis, les filles de cadre, elles deviennent plus souvent cadres qu'auparavant. Simplement, il y a cadre et cadre. Si on s'intéresse au monde des cadres très supérieurs, des cadres dirigeants, etc., on a plus d'hommes que de femmes. En fait, cadre, finalement, c'est une catégorie qui est extrêmement hétérogène. Et donc, selon la finesse avec laquelle on la regarde, on va avoir des différences entre les garçons et les filles. Vous avez employé un mot tout à l'heure, vous avez dit la méritocratie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois on peut faire fi des existences, des réalités sociales pour promouvoir ce genre de discours dans une espèce d'intelligentsia. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'entretenir ce discours sur la méritocratie et que parfois les statistiques que vous énoncez sont pas popularisées? C'est une question très complexe en fait. C'est vrai que nos sociétés modernes, pour le coup pas que la France, sont des sociétés qui en permanence célèbrent ce que serait leur méritocratie. C'est le fameux « quand on veut, on peut ». Et en même temps, ce qui est très compliqué, c'est qu'on pourrait avoir une explication qui est finalement, les dirigeants, les dominants, ils ont tout intérêt à tenir ce discours de la méritocratie. Quand on arrive en haut de la hiérarchie sociale, parce qu'on a hérité des ressources de ses parents, on n'a pas de mérite. Donc, pour que ce soit quelque chose qui soit perçu par légitime par le reste de la société, on a tout intérêt à dire que je suis là parce que je suis méritant. Je suis là parce que j'ai fait les grandes écoles, je suis là parce que j'ai beaucoup travaillé, je mérite ma place. Donc on pourrait dire, voilà, finalement, c'est un discours des dominants pour légitimer leur position, pour qu'elle ne soit pas remise en cause. Et je pense que c'est vrai pour une large partie. Mais en même temps, on s'aperçoit que ce discours du mérite, il est aussi présent dans d'autres couches sociales. Vous pouvez aller interroger des ouvriers, vous pouvez aller interroger des paysans, vous pouvez aller interroger des petits patrons, ils vont vous dire je me suis fait tout seul. Et c'est vrai que quand on veut, on peut. Et c'est vrai que les chômeurs sont pour beaucoup des fainéants, c'est vrai que quand on veut vraiment trouver du boulot, on peut. Donc ce discours de la méritocratie, il n'est pas seulement celui des dominants, il est aussi celui des personnes qui, objectivement, sont dans des situations parfois compliquées. Et là, peut-être qu'on peut dire que finalement, c'est plus facile de se dire que notre situation elle est le résultat de nos actes, plutôt que de considérer qu'on n'est que des petites billes ballottées par le destin. Et donc on aurait presque là quelque chose qui serait un invariant, quelque chose de très fort dans le discours qu'on peut tenir sur nos parcours. On a toujours envie de dire que finalement nos parcours, on en est en partie responsable. Mais ce discours de la méritocratie, il est très dangereux parce que si on dit la minorité qui réussit, c'est parce qu'elle a été méritante, ça veut dire que tous ceux qui ont échoué, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et donc, on voit bien que, en fait, ce discours de la méritocratie, qui est entretenu par les élites, qui est entretenu par exemple, les ministres de l'enseignement supérieur ou les ministres de l'éducation nationale successifs, c'est un discours qui est bien pratique parce qu'il permet de jeter un voile pudique sur ce qu'on a dit au début, à savoir l'intensité de la reproduction des inégalités. Et je pense que ce discours du mérite, il permet finalement de ne pas changer les choses. C'est un gigantesque pansement qu'on met sur la réalité sociale pour dire finalement les résultats qu'on obtient, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, c'est le résultat de nos actes. C'est un discours qui est beaucoup plus pratique pour les politiques, pour les gouvernants, qu'un discours qui consisterait à dire quand même, 70% des enfants d'ouvriers deviennent ouvriers ou employés, on a un problème structurel, comment on peut faire pour transformer notre société pour qu'elle soit vraiment démocratique? On voit bien que c'est un discours qui aboutirait à remettre en cause beaucoup trop de choses. Et le discours du mérite, c'est un discours qui est très pratique en fait, parce qu'il permet de dire circuler, il n'y a rien à voir. J'aimerais rebondir sur la notion des classes sociales. On a parlé des transfuges de classe qui sont des sujets très discutés aujourd'hui, ou du déclassement comme vous avez dit. Est-ce que justement les classes sociales aujourd'hui sont devenues beaucoup plus poreuses? Est-ce qu'il est encore pertinent de parler de classes sociales? Elles se sont renforcées, ou au contraire il y a eu des chercheurs, je pense que c'était en Angleterre, qui ont dit que c'était un petit peu obsolète de parler des classes sociales aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui des classes sociales?
Alors oui, les classes sociales aujourd'hui existent encore, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Le débat qu'il y a sur les classes sociales, c'est qu'en fait quand on dit classe sociale, on est très marqué par le schéma marxiste. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en Belgique ou dans d'autres pays, mais quand on dit en France classe sociale, tout de suite on pense à Karl Marx. Et dans la définition marxiste des classes sociales, il y a deux éléments, il y a la dimension objective, c'est-à-dire il y a des gens qui ont les moyens de production et d'autres qui vendent leur force de travail, les uns exploitant les autres, mais il y a aussi la dimension subjective, c'est celle de la conscience de classe, c'est-à-dire la classe ouvrière et les capitalistes ont conscience d'être une classe et ils s'organisent pour défendre leurs intérêts. Et aujourd'hui, certains vont dire, vous voyez bien que notamment parmi les dominés, parmi les ouvriers, parmi les employés du tertiaire, il n'y a plus cette conscience de classe, il n'y a pas d'action collective, il n'y a pas de syndicat fort. Et donc, c'est cette dimension-là qui fait question. Mais aujourd'hui, la mobilité sociale, la reproduction sociale montre bien que le concept de classe sociale demeure un concept valide. Bien sûr, c'est plus les classes sociales de Karl Marx. Bien sûr, il faut prendre en compte le fait que nous sommes devenus des sociétés tertiaires dans lesquelles les 2/3 de la population, y compris au sein du salariat subalterne, évoluent dans le secteur des services. Bien sûr, c'est plus des ouvriers en bleu de travail à la chaîne, même si ça existe encore, hein, même si vous prenez les entrepôts de la logistique, par exemple, d'Amazon, de vente privée, de tout ce que vous voulez, ça reste des ouvriers qui font un travail d'ouvrier avec des cadences d'ouvriers et des pénibilités d'ouvriers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les employés qui gagnent le SMIC ou qui sont à temps partiel, ils sont aussi dans le tertiaire, ils sont aussi dans les fast-foods, ils sont aussi dans les magasins de vêtements, ils sont aussi, c'est aussi des femmes de ménage, des aides à domicile, etc. Donc bien sûr, il faut repenser les classes sociales adaptées au XXIe siècle, mais si on considère que parler de classe sociale, c'est dire qu'aujourd'hui, dans la France, dans l'Europe du XXIe siècle, il y a des univers de vie distincts, il y a des frontières sociales qui sont difficilement franchissables, qui restent des manières de se comporter qui sont différentes d'une classe à l'autre, qui restent des cultures qui sont différentes d'une classe à l'autre, et que, évidemment, il y a une concentration du capital, une concentration des ressources financières et culturelles aux mains de certains, alors oui, ça ne fait aucun doute selon moi, le concept de classe sociale est toujours un concept pertinent pour décrire nos sociétés. Nos sociétés sont peut-être plus que jamais des sociétés de classe sociale. Peut-être, à un moment, on a enterré les classes sociales parce que c'était les 30 glorieuses, parce qu'on avait l'impression que tout le monde voyait ses conditions de vie s'améliorer rapidement. Vous savez, il y a un sociologue qui s'appelle Robert Castel qui, pour décrire les 30 glorieuses, utilisait la métaphore de l'escalator. Il disait finalement les 30 glorieuses, c'est un escalator. Tout le monde montait, tout le monde s'élevait au sein de la structure sociale. Simplement, sur un escalator, il y a toujours des gens qui sont plus bas ou plus hauts que les autres, et quand la parenthèse des 30 glorieuses s'est refermée, et que l'immense majorité de la population cessait de voir l'avenir s'éclaircir, et ben les inégalités sont revenues redevenues visibles dans toute leur ampleur. Donc le mouvement d'ascension globale des 30 glorieuses a invisibilisé les inégalités peut-être, avec cette image de l'escalator, mais quand cette parenthèse des 30 glorieuses se referme, on voit les inégalités réapparaître dans toute leur force. Dans votre livre, justement, Le Destin Berceau, vous dites qu'après 1950, les jeunes générations se sont précarisées et qu'il y a plus d'inégalités aujourd'hui qu'avant. Pourquoi ? Quels sont les facteurs qui font que, justement, il y a plus de précarité chez les jeunes générations ? Alors, c'est pas vraiment les années 50. En fait, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, par exemple, en France, le taux de chômage des jeunes actifs, il est environ de 25%. Ça ne veut pas dire qu'un jeune sur 4 est au chômage, ça veut dire qu'un jeune sur 4 qui cherche un emploi n'en trouve pas. Mais si on prend le début des années 80, en France, on a la même proportion. Donc un jeune qui cherche à s'insérer sur le marché du travail en 1980, il est donc né peut-être en 1960, 62, il fait face déjà au même taux de chômage qu'aujourd'hui. Donc en fait, la problématique du chômage des jeunes, de l'emploi des jeunes, c'est une problématique qui a au moins 30, voire 40 ans. Par contre, ce qui continue à se précariser pour les jeunes, c'est le contrat de travail. C'est le fait qu'il faut galérer pendant 4, 5, 6, 7 ans
allant de stage en stage, de CDD en CDD, avant d'avoir un CDI, ce qui reste fondamental dans une société qui fonctionne au CDI. Parce qu'on a aussi des beaux esprits qui nous disent « Oh là là, quand même, c'est pas un drame de pas avoir de CDI, on peut être très heureux en CDD. » Bah oui, d'accord. Sauf que pour louer un appartement, pour faire un enfant, pour s'installer, c'est mieux d'avoir un CDI que d'avoir un CDD. Et donc, on voit bien que ce qui a changé, c'est la précarisation des jeunes qui travaillent. Et on voit bien dans le cas français que la précarisation du travail, elle se fait par les jeunes. C'est par les jeunes qu'on précarise le marché du travail, c'est eux qui sont en intérim, c'est eux qui ont des contrats à durée déterminée, c'est eux qui ont des stages, etc. Alors pourquoi cette situation elle s'est précarisée? Ce qui change considérablement dans les années 70, c'est qu'on entre dans une période de crise structurelle et de chômage de masse très important, et que finalement, toutes les protections qui ont été construites pendant les 30 Glorieuses, elles sont détruites les unes après les autres, parce qu'on présente ça dans une économie globalisée, dans une économie mondialisée. Tout ce qui auparavant était des protections sont vécues comme des freins, le code du travail est trop épais, les allocations chômage sont trop élevées, et donc on rogne sur ça progressivement au nom de la compétitivité, et les jeunes qui s'insèrent sur le marché du travail, quand on cherche à s'insérer sur le marché du travail, on fait partie des plus fragiles. Donc c'est via les plus fragiles qu'on va précariser le marché du travail. Dans l'histoire française aussi, il y a eu les vagues d'immigration qui sont venues travailler, je pense notamment à l'immigration marocaine, algérienne et autres. Quel est le destin de ces gens-là? Est-ce que leurs enfants sont devenus plus pauvres qu'eux aujourd'hui? Alors la question des trajectoires et de la mobilité sociale des enfants d'immigrés, on va dire, c'est une question qui est à la fois très complexe, pour laquelle on a finalement relativement peu de données statistiques qui permettent de comparer leur trajectoire à celle de ceux qui n'auraient pas connu cette trajectoire migratoire. Donc il y a deux types de travaux qu'on connaît bien là pour le coup. C'est d'abord la question de la réussite scolaire des enfants d'immigrés. Pour résumer rapidement les travaux, finalement on s'aperçoit que si les enfants d'immigrés réussissent moins bien à l'école que les autres, c'est pas parce qu'ils sont enfants d'immigrés, mais c'est parce que leurs parents sont plus souvent membres des classes populaires. En gros, on a des modèles statistiques qui montrent qu'à caractéristiques sociales égales, les enfants d'immigrés ne réussissent pas moins bien que les autres. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur les parcours scolaires des enfants d'immigrés. Le deuxième point qu'on connaît bien, c'est la discrimination sur le marché du travail qu'ils subissent. C'est-à-dire que oui, il y a une discrimination sur le marché du travail qui s'exerce à l'encontre de tous ceux qui ont un nom, on va dire, qui ne résonne pas français depuis des générations. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement bien établi. On a une grosse enquête en France qui s'appelle l'enquête Théo, Trajectoire et Origine, qui est faite par l'INED et qui a permis de donner des éléments sur les trajectoires des jeunes qui sont issus de l'immigration, comme on dit pudiquement. Mais donc, ils n'ont pas des carrières scolaires qui sont moins bonnes que les autres quand on contrôle les caractéristiques sociales, mais par contre, ils subissent une discrimination sur le marché du travail qui est elle aussi réelle et attestée. On a parlé d'école. Il y a un constat dans votre livre, vous dites que quand on étudie la reproduction sociale à l'aune des diplômes, eh bien, les résultats sont encore pires quelque part. Pourquoi ? Alors, vous faites allusion au fait que même si on prend par exemple les jeunes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur long, les enfants d'ouvriers n'ont pas tout à fait accès aux mêmes emplois que les enfants issus d'un milieu favorisé. Ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est que, alors je ne sais plus la statistique que je donne dans le livre, mais ça doit être la probabilité d'accès à un emploi de cadre quand on est enfant de cadre ou d'ouvrier, avec un diplôme de l'enseignement supérieur long, et il doit y avoir 20 points d'écart, je crois, sur toute la période. Les enfants de cadre ont 20 points de pourcentage de plus de probabilité de devenir cadre que les autres. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, tout n'est pas lié au diplôme. Par exemple, il y a le réseau qu'on est capable de mobiliser pour trouver un emploi, et ça c'est ce qu'on appelle un peu le capital social en sociologie, c'est-à-dire qu'en gros, le capital social c'est tout un capital de relations, un capital de connaissances qu'on peut mobiliser quand il s'agit de s'insérer sur le marché du travail. Et c'est très important parce que ça veut dire, et c'est un point qui me semble important, que quand bien même on aurait une école qui serait beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire qui permettrait de mieux réduire les inégalités et de mieux donner sa chance à tout le monde réellement, au-delà du slogan, quand bien même on aurait cette école-là, eh bien on n'aurait pas fini le combat pour la justice sociale
et pour davantage de mobilité sociale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui se jouent autour de l'école. On peut parler donc du capital social, mais on peut aussi parler des politiques publiques. Ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que finalement l'école, c'est le maillon d'un système qui doit prendre en compte, on doit prendre aussi en compte d'autres éléments pour comprendre ce système. Le type d'État-providence, est-ce que l'État accompagne les jeunes vers l'autonomie, quelle est la culture familiale dans le pays, etc. Et que si on ne prend pas en compte ça, on ne comprend pas tout à fait la manière dont on devient adulte dans les différents pays européens. Donc beaucoup de choses se jouent à l'école, mais tout ne se joue pas à l'école. La preuve, à diplôme égal, tous n'ont pas les mêmes chances d'accès aux différents emplois. Ce qui est marrant, c'est qu'on coupe dans l'éducation aujourd'hui, alors que ça peut être une des clés pour permettre à des trajectoires. Zinedine Zidane, il n'avait pas besoin de l'école. Les rappeurs, certains rappeurs, s'en sont sortis sans l'école. Et donc on peut s'en sortir sans l'école. Mais pour la masse de ceux qui n'ont pas un niveau génial en foot ou n'ont pas le talent d'écriture des rappeurs, c'est quand même beaucoup à l'école que ça se passe. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit par exemple que si on prend la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, il y a une petite élite qui va dans les classes préparatoires dans les grandes écoles, la masse des enfants des classes populaires qui poursuivent leurs études le font à l'université. Moi, ça fait 9 ou 10 ans que mon métier, c'est d'enseigner à l'université. Je vois la dégradation des conditions d'enseignement. Quand j'ai commencé, en première année, on réussissait à avoir des groupes de 30 ou 35 étudiants. Aujourd'hui, on a des amphithéâtres. Aujourd'hui, il y a des premiers cycles universitaires entiers qui fonctionnent uniquement avec des vacataires, parce qu'on ne recrute pas d'enseignants titulaires. Et donc, on voit effectivement qu'il y a une dégradation des conditions d'enseignement. On a les moyens financiers qui ne suivent pas la massification scolaire, et c'est vrai que les matins où on est fatigué ou qu'on est un peu pessimiste, on se dit que c'est un pays qui se tire une balle dans le pied, puisque effectivement c'est évidemment à l'école, c'est évidemment par la formation qu'on permet à chacun de trouver sa voie. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde a envie de devenir cadre, il ne s'agit pas de dire que tout le monde a envie de gagner 5 000 € par mois, pas du tout, mais rien que faire ce dont on a envie, trouver sa voie. Et donc ça passe par l'école, ça passe par la formation, et c'est vrai que voir qu'on ne met pas les moyens suffisants pour ça, c'est quelque chose qui est assez dramatique. Ça fait penser à une phrase de Booba qui disait que quand une prof lui demandait ce qu'il voulait faire, en sortant de la classe, il s'est retourné, il a dit qu'il allait tout niquer. Oui, c'est la colère que peuvent ressentir certains. C'est vrai, on disait tout à l'heure, l'école, elle est au moins à 2 vitesses. Quand vous comparez un gamin qui commence son collège en 6e dans certains départements de banlieue et puis d'autres qui le font au centre de Paris, on voit bien que c'est pas la même école. Il y a des statistiques qui ont montré le nombre, par exemple, de jours d'enseignement en moins sur tout le collège qu'avait un gamin qui fait sa scolarité de collège en Seine-Saint-Denis et un gamin qui le fait dans le centre de Paris, parce que les profs n'en peuvent plus, parce que on met les plus jeunes profs, les moins expérimentés dans des conditions d'enseignement qui sont insupportables, parce que on recrute pas assez d'enseignants titulaires, etc. Et donc on voit bien que oui, cet abandon-là, cette relégation-là, elle est ressentie par les jeunes qui perçoivent très bien. Il y a une tribune, je crois, dans Le Monde, il y a quelques semaines, qui disait que en fait, c'était écrit par des lycéens de Seine-Saint-Denis qui disaient qu'en fait, ils se sentaient comme étant de l'autre côté du périph', comme étant des citoyens de seconde zone. Et donc, il y a cette conscience-là qui est très forte, oui. De jeunes qui ont bien conscience que la République ne donne pas les mêmes chances à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.